bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale de Culture Mag consacrée à l'incroyable et émouvante aventure de Suite française, écrit par Irène Nemirovsky, un simple manuscrit caché presque 60 ans dans une valise, traduit en plusieurs langues, un livre haletant, devenu ensuite un roman graphique, puis cette semaine un film à gros budget. Pour en parler, nous avons sur le plateau l'éditeur français de ce livre, Olivier Rubinstein, bonjour, patron à l'époque des éditions Noël. Nous serons également en ligne avec l'auteur du roman graphique et puis nous serons encore en ligne avec l'un des biographes d'Irène Nemirovsky. Le succès éditorial de Suite française a provoqué une véritable résurrection littéraire pour cette écrivain française des années 40, auteur juif, arrêtée par les autorités de son pays et morte à Auschwitz, laissant deux petites filles orphelines. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle au programme d'i24 News. Merci d'être fidèle à la culture. Bonjour, Olivier Rubinstein, qu'on connaît bien sur ce plateau. Le film Suite française, tiré du livre que vous avez publié, est sorti en Italie, en Angleterre, en Belgique, au Koweït. Cette semaine, il arrive en France. Il va ensuite, d'ici la fin du mois, être projeté dans 5 autres pays du monde. Donc, ce film est l'aboutissement d'une incroyable aventure littéraire. Est-ce que, Olivier Rubinstein, vous vous souvenez du moment où vous avez reçu ce manuscrit ? Je me souviens surtout de la manière dont j'ai été informé de l'existence de ce manuscrit, parce qu'à l'époque, je vivais à Paris, j'étais rue Charlot, il était minuit, et une amie et auteure à moi, Myriam Anissimov, dont j'avais publié la biographie de Romain Gary, m'a téléphoné en pleine nuit pour me dire qu'elle avait rencontré Denise Epstein, la fille d'Irène Nemirovsky, qui avait un manuscrit à me faire lire. Mais ni Myriam Anissimov, ni moi-même, bien sûr, savions à l'époque de quoi était fait ce manuscrit. Je pensais que c'était un fond de tiroir et j'ai dit... Denise Epstein m'a téléphoné et m'a dit « Est-ce que je peux vous envoyer ce manuscrit ?» J'ai dit « Bien sûr », mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et ça veut dire que Denise Epstein n'avait pas lu non plus ce manuscrit. Si, elle avait lu le manuscrit pour une raison assez simple et émouvante. C'est qu'elle avait transcrit le manuscrit pendant des années. Ce manuscrit, elle l'avait gardé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans une valise pendant plus de 60 ans, puisque c'était la seule chose qui restait de sa mère. Il y avait cette valise avec ce manuscrit et quelques affaires personnelles. Et lors d'une inondation qui avait eu lieu dans le petit appartement de Denise Epstein à Toulouse, avant les années 2000, elle s'est mise à retranscrire cette écriture minuscule. Elle a mis plus de 2 ans pour retranscrire ce manuscrit. Elle savait ce que c'était. Elle n'en connaissait pas vraiment la valeur littéraire, mais elle savait que c'était... Voilà, elle pensait, pendant des années, elle a pensé que c'était le journal intime de sa mère. Voilà, donc vous recevez ce coup de téléphone, vous recevez le manuscrit, vous décidez de le publier. Non, je vous coupe parce qu'on va revenir ensuite avec Sandy Fortis. Elle va faire le rappel des faits de cette incroyable aventure littéraire Suite française. Une fois que vous l'avez publié, est devenue une espèce de best-seller mondial. Suite française. Au-delà d'être un livre récompensé qui raconte une histoire poignante, l'histoire du manuscrit pourrait elle-même faire l'objet d'un roman. Prix Renaudot 2004, c'est un seul manuscrit qui devait être un roman en 5 parties. Seuls 2 sont sortis de l'oubli. Les 3 derniers volets de ce manuscrit n'ont pu être achevés par l'auteur, Irène Nemirovsky, française et juive, écrivain à succès, coqueluche du tout Paris dans les années 30, arrêtée par les Français, puis déportée et assassinée à Auschwitz en 1942. Suite française aurait pu ne jamais voir le jour. Le manuscrit, comme d'autres affaires de l'écrivain, était dans une valise qu'Irène Nemirovsky avait confiée à l'une de ses 2 filles avant de partir en déportation. Après la guerre, la petite fille, Denise Epstein, devenue jeune fille, puis femme, puis vieille dame, découvre ce manuscrit. Il a fallu attendre 60 ans pour que son précieux contenu littéraire sorte enfin de l'ombre. Suite française a été publiée, le manuscrit comme la valise ont été confiés à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine de Caen, l'IMEC, puis exposés pour la première fois en 2011 au Mémorial de la Shoah à Paris. La suite est une longue success story, magnifique et tragique à la fois. Le roman a été traduit en plusieurs langues, la petite fille, devenue une vieille dame, a entamé une grande tournée de promotion pour la mémoire de sa maman. Irène Nemirovsky est redevenue un auteur à succès. Pour la première fois dans l'histoire de l'édition française, une personne disparue a reçu un prix prestigieux. Suite française devenue un best-seller, mais aussi une bande dessinée et aujourd'hui un blockbuster américain avec entre autres Christine Scott Thomas, Michelle Williams et Lambert Wilson. La petite fille est morte, sa maman a quant à elle repris sa place au panthéon des grands écrivains français.
On vous sent un petit peu ému, Olivier Rubinstein. Est-ce que c'était facile de publier, de republier Irène Nemirovsky dans les années 2000 en France? Vous savez, Irène Nemirovsky était totalement oubliée. Ça a été un auteur à très grand succès avant-guerre. La guerre, outre le fait de l'avoir assassinée, a aussi assassiné son œuvre. Donc plus personne ne connaissait l'œuvre d'Irène Nemirovsky. Je crois qu'il y avait 2 titres disponibles à l'époque. Et je me souviens quand j'ai pris la décision de la publier, de publier ce manuscrit, j'en connaissais la valeur littéraire. Je n'avais aucune idée de la réception publique et médiatique que ce texte allait avoir. Ça a été un succès fulgurant. Ça a été un succès fulgurant qui nous a tous surpris. Et ce qui nous a encore plus surpris, c'est le succès mondial. C'est-à-dire que ce livre aurait pu être un succès français, mais il a été un succès dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il s'est vendu plus de 1,5 million d'exemplaires aux États-Unis. C'était un succès en Chine, en Pologne, enfin partout. Ce qui voulait dire que ce texte a touché quelque chose de l'humain, de l'humanité, et a montré justement ce que pouvait être le courage ou la couardise dans des moments terribles comme ceux qu'a vécu Irène Nemirovsky. Alors justement, Olivier Rubinstein, vous avez parlé de succès mondial. Vous avez accompagné Denise Epstein, dont on a vu le visage, cette petite femme un peu ridée, toute mignonne, toute gentille. Vous l'avez accompagnée un peu partout dans sa tournée promotionnelle, et notamment en Israël, où à l'époque, on lui a reproché, enfin pas à elle, mais on a reproché à sa maman une certaine forme d'antisémitisme. Est-ce que vous vous souvenez de ces moments-là et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, non, je me souviens très bien d'un débat, d'une présentation assez violente à Jérusalem. C'était d'ailleurs un voyage très émouvant parce que c'était la première fois que Denise Epstein mettait les pieds en Israël. Elle était très distante d'Israël. Elle était distante, elle ne connaissait pas grand-chose du judaïsme, mais il est évident que la parution de ce livre et je dirais le fait qu'elle ait donné renaissance à sa mère a provoqué en elle quelque chose d'extrêmement profond par rapport justement à sa judéité, par rapport à Israël. On a reproché effectivement, il y a eu toute une polémique qui avait déjà eu lieu d'ailleurs dans les années 30 à l'époque. Oui, parce que Irène Nemirovsky voulait s'assimiler. Elle voulait être française. Mais pas uniquement. Elle avait publié un livre qui s'appelle David Golder, qui est un très bon roman, mais qui est un roman un peu à l'instar de François Mauriac qui parlait de la bourgeoisie catholique du Bordelais, qui était très très critique vis-à-vis de certaines figures du juif entre guillemets. On lui a beaucoup reproché ça, y compris à l'époque dans la presse juive. Elle s'en est expliquée. C'est vrai, c'est quelqu'un qui voulait s'assimiler, qui avait ce syndrome, je dirais, des juifs immigrés qui voulaient être plus français que les Français. Mais elle a été confrontée à quelque chose de terrible dont elle parle dans sa correspondance, dont son mari aussi parle dans sa correspondance, c'est que elle, qui était un auteur français à succès, a été abandonnée par tout le monde dès 1940. Par le milieu littéraire. À part, je dois le signaler, par son éditeur, Albin Michel, qui a toujours pris soin d'elle, y compris en la faisant travailler sous pseudonyme, et qui, après la guerre, s'est occupé de ses filles. Alors, ne dites pas tout, Olivier Rubinstein, parce que je propose maintenant d'entendre le témoignage d'Olivier Philippona. Bonjour, Olivier Philippona. Vous avez coécrit une biographie d'Irène Nemirovsky, une biographie de référence publiée en coédition de Noël Grasset. Qu'est-ce que vous avez découvert chez cet auteur à l'aune du succès de Suite française ? La chose principale qu'on a découverte, ce sont des manuscrits inédits. Un roman comme Chaleur du sang, par exemple, qui est paru un petit peu après Suite française, c'est un roman qu'on n'aurait probablement jamais découvert si on ne s'était pas lancé dans cette enquête sur Irène Nemirovsky. Et puis évidemment, une foule de détails biographiques sur sa vie en Russie qui était complètement inconnue, même de sa fille Denise Epstein, qui était encore de ce monde lorsque nous avons entrepris ce travail. Alors justement, de sa personnalité, par exemple, donc dans son enfance en Russie, ou même un peu après, qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'elle, de cette femme qu'on a redécouvert finalement ? Ce que je peux vous dire, parce que j'en ai encore parlé récemment avec le petit-fils d'Irène Nemirovsky, c'est qu'il y a un mot qui avait beaucoup surpris Denise Epstein, sa fille, c'est le mot orgueil. Moi, j'ai été surpris de lire sous la plume d'Irène Nemirovsky ce mot d'orgueil, quel était celui qu'elle employait pour qualifier son travail, son état d'esprit, etc. C'est quelque chose que sa fille a eu
un petit peu de mal à comprendre et à accepter. Et finalement, elle en était très fière à son tour. Je crois qu'elle était extrêmement consciente de sa qualité en tant qu'écrivain, consciente peut-être qu'elle serait reconnue internationalement, comme ça l'est devenu depuis 2004. Voilà, moi je pense que le mot de fierté, d'orgueil est un mot qui lui convient assez bien, entre autres. Hein. Alors, on parle beaucoup d'Irène Nemirovsky et de cette formidable aventure littéraire qui est Suite française sur ce plateau avec nos intervenants ici. Olivier Philippona, qu'est-ce que vous ressentez quand maintenant vous avez ce film-là qui sort, qui est en France, mais qui sort également dans d'autres pays d'Europe, qui est même sorti au Koweït. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, qui avez passé de nombreux mois sur la vie d'Irène Nemirovsky ? Même plusieurs années. D'abord, je ne suis pas surpris que Suite française soit adaptée au cinéma, parce que c'est quelque chose à laquelle Irène Nemirovsky aurait songé de toute façon. Quand on examine son manuscrit, les notes qu'elle prend en marge de son travail, elle parle déjà cinéma. La première partie de Suite française, qui n'est pas celle qui est représentée dans le film, est découpée comme un ensemble de scènes de cinéma. Elle a elle-même écrit beaucoup de scénarios de cinéma au début des années 30, elle a même songé à abandonner l'écriture pour le cinéma et pour l'écriture scénaristique. Donc aujourd'hui, le succès qui s'annonce de cette réalisation, de cette adaptation de Suite française est quelque chose qui me surprend pas du tout. Oui. Eh ben c'est bien. Écoutez, on va rejoindre nos téléspectateurs, aller voir le film, et puis bien évidemment, on va poursuivre cette discussion. Merci beaucoup, Olivier Philippona. Je rappelle le titre de votre ouvrage, co-auteur, La vie d'Irène Nemirovsky, une coédition de Noël Grasset. Merci. Olivier Rubinstein, par-delà l'émotion du livre et puis du destin tragique de cet auteur, Suite française a été un coup littéraire formidable. Tous ses dérivés, on l'a vu, hein, ce film qui sort maintenant un peu partout dans le monde. Il y a eu un téléfilm la semaine dernière sur Arte, tiré du roman. De nombreux livres sont ressortis. Est-ce que le dérivé sur le roman graphique, est-ce que c'est quelque chose que vous avez initié? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez? Non, le roman graphique, je n'étais plus éditeur à l'époque, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est en fin de compte on peut appeler ça un dérivé. C'est quelque part une consécration, c'est-à-dire qu'un roman graphique donne une nouvelle vision d'une œuvre. Olivier Rubinstein, on va marquer une toute petite pause. Je voudrais maintenant poser une question à Emmanuel Moineau qui, en ce début d'année, bonjour Emmanuel, vous êtes là, vous avez dessiné, écrit un roman graphique titré Tempête en juin. Vous êtes à la fois scénariste, dessinateur, vous avez près de 40 ouvrages, on connaît le plus connu, c'est sur Pierre Goldman. Emmanuel, ce doit être un sacré défi que de mettre en image un livre et des personnages que des milliers de lecteurs se sont imaginés dans leur tête. Alors, ça pourrait l'être si on conservait une telle chose en tête. Je me suis efforcé de ne pas y réfléchir trop et de foncer comme si c'était moi-même qui avais écrit l'histoire. Je pense que c'est la meilleure façon de respecter un ouvrage qu'on adapte, c'est de se l'approprier. Emmanuel Moineau, le style graphique de ce roman graphique est très sombre, avec une utilisation exclusive du noir et du blanc. C'est un très beau travail sur les ombres. Bien évidemment, on imagine que vous vouliez retranscrire avec ce trait l'ambiance de l'époque. Ah oui, il y avait ça, et puis une grande partie du récit se passe de nuit, donc il y avait nécessairement des épisodes très, très sombres, ce qui correspond effectivement au poids des événements. Mais je voulais surtout retranscrire cette urgence que j'ai ressentie dans l'ouvrage, une double urgence parce que les personnages se déplacent pour fuir le danger, mais il y a aussi l'urgence dans laquelle l'ouvrage a été écrit par Irène Nemirovsky. Bien sûr. Merci beaucoup Emmanuel Moineau. Donc votre roman graphique Suite française, Tempête de juin, il est paru en ce début d'année chez De Noël Graphique. Je reviens à vous maintenant, Olivier Rubinstein. L'émission va bientôt se terminer. Quels sont les moments que vous retenez des moments que vous avez passés avec cette petite dame, Denise Epstein, que vous avez ramenée dans la mémoire de sa maman? Écoutez, d'abord le premier moment pour moi très marquant est la lecture du manuscrit que j'ai lu d'une traite, et j'avais été vraiment foudroyé par la qualité de ce texte. Ensuite,
La rencontre avec Denise Epstein, j'ai passé 10 ans de ma vie avec elle. J'ai passé 10 ans de ma vie. Comme je le disais, elle a redonné naissance à sa mère. C'est pas tous les jours que ça arrive. Et on a partagé des moments formidables. Vous savez, Denise a vécu dans un dénuement terrible après-guerre. C'est pas uniquement la perte de parents, c'est aussi la spoliation. Et je pense que Denise a porté sa mère et ce manuscrit lui a redonné vie. Et si Denise nous a quittés il y a peu de temps, il y a 1 an maintenant, si ce manuscrit lui a... Je pense que ce manuscrit, le succès de ce livre lui a redonné 10 ans de jeunesse. Et rien que pour ça, ça valait la peine. Voilà, je rappelle donc le livre Suite française chez De Noël et le film qui sort cette semaine sur les écrans. Merci beaucoup Olivier Rubinstein d'être venu sur ce plateau. On est toujours très content de vous voir. Merci Valérie. Et puis voilà, à demain, même heure, juste après. C'est l'info qui continue sur i24 News. Merci.